Bonsoir et bienvenue, c'est la toute dernière de la Cour des Gones de la saison. Merci d'être là, merci pour votre soutien. On va beaucoup parler évidemment de la saison prochaine parce que vous l'avez constaté, le match de ce week-end, comment dire, c'était un peu chiant. J'ose pas bien le dire fort, mais c'était un peu casse-pied. Mais on va parler de la saison prochaine avec notamment l'effectif, les joueurs, etc. Avec un invité de choix. Quelqu'un qui a ouvert la Cour des Gones en tout début décembre 2014. Faites beaucoup de bruit, mesdames, messieurs, pour l'excellentissime Vincent Duluc. Bonsoir Vincent et bienvenue. J'ai exagéré Vincent quand j'ai dit qu'on s'est fait chier ce week-end? Non, bah non, en plus ça fait 2 fois. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Hein, ça, voilà. Tu t'es embêté toi aussi? Ouais, mais voilà, la saison c'est comme le soufflet qui retombe, il ne remonte jamais. Hein. Une fois c'est terminé. Voilà. Voilà, bon bah voilà, plantage de décor, Vincent Duluc, mesdames, messieurs. On sera accompagné de la fine équipe de la Cour des Gones avec Razik Brick également. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Razik et Bonsoir bienvenue. à tous. On sera accompagné également du camarade Nicolas Putebois. Salut Bart, salut Vincent, salut à tous. Alors pour cette dernière, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer puisque Lulu de Villeurbanne, le bon Lulu de Villeurbanne, dit Michel Bernini quand même, eh bien est du côté de la République tchèque. En revanche, il n'a pas hésité une seule seconde à nous envoyer le portrait de notre invité pour la seconde fois, parce que la première fois aussi, il avait fait le portrait, via WeTransfer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'il l'a envoyé. Voilà, c'est parfait. Mais juste avant, comme on va suivre la prolongation naturelle de cette émission, on a pour habitude de parler de l'invité via le site olympiqueetlyonnais.com. Vous avez été nombreux à poser des questions à Vincent Duluc et Razik, qui a eu la lourde tâche d'en sélectionner 3 sur 7 millions environ. C'est exactement ça. C'était compliqué de choisir, Bart. Il fallait faire le tri. Première question, Zikos35, question un peu mercato. L'Olympique Lyonnais a-t-il les moyens de refuser des offres supérieures à 30 millions d'euros pour Fekir et Lacazette? Je pense que Lyon aurait éventuellement le moyen, mais je ne suis pas sûr qu'il en ait l'envie. En fait, ça se pose toujours comme ça. Et je ferai quand même une différence entre Fekir et Lacazette. Autant j'ai l'impression que Nabil Fekir ne va pas bouger, autant pour Alexandre Lacazette, je me pose un peu plus la question. On a l'impression que sa détermination de rester à Lyon est un peu plus fragile, liée à sa situation contractuelle, liée au fait qu'il ait marqué 27 buts, qu'il ait peur de ne pas pouvoir faire mieux. Voilà. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'additionnent dans sa réflexion. Donc tu es en train de nous dire aujourd'hui qu'une très belle offre pour Lacazette, on va se poser la question, alors que pour Fekir, pas vraiment? Je pense qu'à 35 millions, Alexandre Lacazette risque de partir, oui. Et tu penses qu'il y a des offres à 35 millions qui vont arriver? Pour l'instant, non, mais il faut voilà. surveiller. Mais ça les vaut, c'est le problème de l'offre et de la demande. La question n'est pas de savoir si le joueur vaut ce tarif-là, la question de savoir si, est-ce que la circonstance, est-ce qu'à ce moment donné, le marché fait que ça peut monter jusqu'à si haut. Je pense que le marché peut peut-être le faire monter jusqu'à si haut. Si le Paris SG veut Lacazette, je ne pense pas que Jean-Michel Aulas va le vendre à 22, 23. Ça sera forcément 35. Pour terminer sur cette question, même s'il y a une très très belle offre pour Fekir, tu penses qu'il ne partira pas? Je pense qu'il ne partira pas parce qu'il n'a pas envie de partir. Et c'est une différence fondamentale entre les deux. Seconde question, Razik. Seconde question, Valbranck, penses-tu que la bonne saison de l'OL est due en grande partie au travail d'Hubert Fournier? Ah ben on peut pas faire comme s'il était là pour rien, comme s'il était juste un accompagnateur. Alors je sais qu'il y a des observateurs qui font la différence entre les vrais entraîneurs et les entraîneurs accompagnateurs, mais je pense qu'il a fait des choix de véritable entraîneur pendant l'année. Je veux dire, l'éclosion de Nabil Fekir, elle lui est imputable. Son obstination avec NJ aussi. Son obstination avec NJ, quand l'ensemble des observateurs réclamaient plutôt Yattara, on va dire sur la durée, il a plutôt eu raison de manière spectaculaire, voire définitive. Et puis aussi, sa manière de résister aussi en interne, parfois, avec la polémique à Jean-Michel Aulas, ça montre qu'il n'a pas été un entraîneur transparent. Non, je pense qu'il a eu une vraie importance. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu besoin de construire, ni de reconstruire. Il a juste eu besoin, en revanche, d'accompagner une mutation qui remontait au mois de décembre dernier au niveau tactique avec la création du losange. Mais je trouve qu'il l'a fait de manière intelligente et efficace. Dans moins de 3 minutes, c'est le portrait de Lulu de Villeurbanne pour notre invité, Vincent Duluc. En attendant, voici la toute dernière question internaute via le site olympiqueetlyonnais.com. Dernière question, même si je l'ai déjà exprimé sur ce sujet, c'est YG8 qui souhaite connaître ton avis sur une Ligue 1 à 2 descentes. Je trouve que c'est un scandale, j'arrête pas de remuer ciel et terre. La La première chose que Jean-Michel Aulas m'a dit samedi soir en sortant du vestiaire de Rennes, évidemment, c'était pas de parler du match, parce que comme tu l'as dit, etc. C'était de me dire « Ah, il était bien votre papier ». En revanche, je suis pas d'accord du tout. Je lui ai dit « Oui, j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord ». Et il me dit « Mais vous comprenez, il faut protéger les investisseurs ». Je lui ai répondu « Mais les investisseurs qui investissent vraiment, ils finissent toujours dans les 10 premiers ».
Les 18e, c'est les faux. Ouais. Et il me dit, oui, oh, c'est pas complètement faux, mais enfin, c'est l'avenir. Mais je trouve que c'est l'avenir de rien du tout, que l'avenir du foot, c'est de respecter son histoire, c'est de respecter le principe pyramidal des championnats européens. Et je trouve que deux descentes, deux montées, ça serait éventuellement envisageable dans un championnat à 18, mais dans un championnat à 20, c'est juste un scandale pur. Il y a une volonté de ligue fermée, c'est l'espèce de politique de préservation des acquis qui va contre l'idée du sport, l'idée de la compétition. L'idée de la compétition, elle consiste à se mesurer chaque année. Et ces présidents n'ont plus envie de se mesurer ou ils ont envie d'être protégés. Mais c'est antinomique du sport. Le sport, au contraire, c'est de se mesurer sans arrêt, d'accepter la compétition et d'accepter le résultat. Et eux, ils sont en train de refuser le résultat. Est-ce que tu ne penses pas, même si je suis d'accord avec toi, que ça va finir comme ça, malgré tout? Non, je pense que ça ne va pas finir comme ça, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, il y aura des principes européens qui vont s'appliquer. Je crois beaucoup. Je crois quand même que le principe pyramidal du sport, à savoir qu'on peut partir tout en bas pour arriver tout en haut, est quelque chose d'essentiel dans l'Europe. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les principes économiques ou les grands principes politiques, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui peut être rappelé par Bruxelles et que ça s'applique. En plus, le principe de la NBA est incomparable. Vouloir une NBA en France, mais c'est d'autant plus ridicule que, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de sport civil. Le sport, il est au lycée, il est à l'université, ou il est professionnel. Au milieu, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'après la fac, soit vous devenez professionnel, soit vous arrêtez. Mais en France, ce n'est pas le cas. Enfin, et en Europe, ce n'est pas le cas. Donc, non, je pense que c'est inapplicable et que j'espère que les pouvoirs politiques vont défendre le sport. C'est aussi de leur responsabilité. Voilà. Vous avez des questions? Allez, on va passer tout de suite au portrait de Lulu de Villeurbanne qui nous a laissé son ordi quand même. Je suis un mythomane parce que c'est pas du tout le sien. Et je vais demander à mes camarades de jeu de bien vouloir nous rejoindre puisqu'on va le visionner ensemble, Vincent. Hein. On fait de la télévision ou de l'internet comme nos parents savaient le faire. Tu sais, on est des bons artisans. Mesdames, messieurs, allez. Lulu, c'est qui notre invité? Vincent Duluc, c'est qui? C'est quoi? Bon, ben, c'est un gonze qui est déjà venu, alors bon, j'y avais déjà tiré le portrait, vous voyez. Alors je pourrais recommencer et vous lire celui de la dernière fois, parce que bon, depuis 6 mois, il n'a pas trop changé, vous voyez. Enfin, rien de remarquable. Toujours le talent, l'intelligence, l'intégrité au service de son métier, vous voyez. Un gars bien pro, réservé, un cerveau et un cœur. Alors un cerveau bien caché sous la masse de cheveux, vous voyez, et le cœur bien caché sous les reliquats de bonne chair. Voilà, le grand, quoi. Ouais. À ce propos, Vincent, je peux te filer le numéro de ma nutritionniste, hein, parce que, moi c'est moins 27. Ça marche, hein, puis, rien n'est définitif. Hein, je suis sûr que tu pourrais. Enfin, bon, c'est vrai pour l'instant, plus de graton, plus de quenelle, plus de saucisson, plus de sabonnet, plus de poulet aux écrevisses. Bon, je me suis nourri des résultats de l'OL. Et là, je me suis gavé. Ah, tu as été, Vincent, le premier invité de la Cour des Gones, hein, et tu nous as permis d'exister. Merci pour ça. Tu es notre parrain. Hein, notre starter, tu es arrivé en même temps qu'une gifle à Geoffroy Guichard, mais bon, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre, hein, et puis bon, bah, franchement, si on nous avait dit ça à l'époque, hein, on aurait tous signé dès demain, hein, oh là là, quelle aventure pour une équipe de gamins, une équipe de potes formés au club, ils ont joué ensemble, certains depuis l'école de foot, toute une région derrière eux, toute une ville, quelle réussite, quel résultat pour le football club Bourg-Péronnas. Ben, je me suis dit, tant qu'il y a enfilé les poncifs, autant que ça surprenne à la fin, vous voyez. Oui, ben, bien sûr. Alors bon, félicitations, vous êtes encore bien né à Bourg. Je ne sais pas si vous êtes né à Péronnas, mais en tous les cas, vous êtes bien né à Bourg. Voilà. Bon, alors Vincent, juste merci. Hein, et un bémol, merci d'être notre parrain, bien sûr. Le bémol, c'est que bon... Moi, je suis pas là pour le débrief, puisque vous avez attendu que je sois en Tchéquie pour faire l'émission. Regardez la misère, vas-y, fais voir la misère. Fais voir dehors, hop, un contre-jour bien mal. Voilà. Bon, faites pas les cons, hein, parce que je pourrais pas y faire le débrief, hein, j'ai même plus d'ordinateur, je suis chez les communistes. Ah, bien sûr, ils m'ont saisi. Bon, Vincent Duluc.
Bienvenue dans la cour des Gones, hein, et en vous remerciant. Ces messieurs, oui, coupe parce que là, maintenant. Bravo Lulu. Qu'est-ce qui me fait rire? Bravo, mon bon Lulu. Ça nous a fait plaisir. Vincent, quelque chose à rajouter? Je sais que tu es fan. Hein. Ah oui, moi je suis fan de lui depuis longtemps. Oui. Ah oui, depuis le premier jour et même avant le premier jour, parce que je l'avais vu avec toi dans une pièce au théâtre de Lulu d'ailleurs. De Lulu sur la colline, à Lyon, dans le 7e arrondissement, à côté de la place Jean Massé. Allez, on va démarrer cette émission, vous voulez bien les gones? Allez. Vous êtes prêts? Allez, on va démarrer avec le 11 de départ, et après on parlera surtout de la suite des événements. Je vais te donner la main à Nico, parce qu'on t'a pas entendu beaucoup parler pour l'instant. Ouais, mais quand on dit des bonnes choses, il n'y a pas besoin que j'intervienne. Alors, est-ce que le 11 t'a surpris? Non, il m'a pas surpris, parce qu'il y avait des blessures, il y avait des suspensions, donc du coup, il a fait avec les moyens qu'il avait. Je pense qu'il a fait une dernière pige pour Dabo à droite. Je pense que c'était pas mal, parce que, à mon avis, c'est son dernier match à l'Olympique Lyonnais. C'est possible. Voilà, après, il a mis le milieu de terrain habituel. Pareil, Ferry, Tolisso, et, avec l'absence de Grenier. Et puis devant, il a choisi Yattara, voilà, aligné avec Fekir. Et puis à la place d'Engie, oui, mais il revenait de blessure, donc ça s'explique aussi. Et il a remis Steve Malbranck en numéro 10, même si on en a déjà parlé. Vous êtes fan, les deux. Voilà, on le préfère en relayeur qu'en numéro 10, mais bon, du coup, voilà, ça fait partie des choix d'Hubert Fournier. Et voilà, comme tu as dit aussi, le match pas très intéressant. Peut-être un penalty qui aurait dû être sifflé sur Nabil Fekir. Peut-être. Et puis après, une vraie belle confirmation, c'est la progression d'Engie. Voilà, le but qu'il marque, il y a 10 matchs en arrière, il l'aurait peut-être pas fait de cette manière-là. Donc voilà, c'était les deux points à retirer de ce match-là. Avant de donner la main à Razix, dans le papier de Vincent dimanche, je crois, tu parles du jubilé de l'arbitre, puisque c'était son dernier match. Ça aurait été dommage qu'au bout de 21 ans, il ne se trompe pas. Ça fait 21 ans qu'il se trompe, Philippe Cash. Si le dernier jour, il siffle le penalty, c'est moche. Ah ouais, non, ça se fait pas. En tout cas, c'est à l'image de la saison au niveau des arbitres, en fait, l'arbitrage français. C'est dommage, c'est regrettable, parce qu'on n'arrête pas de le dire, en fait, à chaque émission, je le disais, je me rappelle, on peut en parler chaque fois des arbitres. Et voilà. Petite parenthèse, est-ce que les arbitres français sont vraiment plus mauvais que les arbitres européens? Non. Non, merci. Franchement, non. Franchement, non. Moi, je voyage un petit peu et non, vraiment pas. Non, ils sont pas plus mauvais. On va dire que l'atmosphère autour d'eux n'est pas toujours idéale, mais ils sont pas plus mauvais. Puis il y a des bons jeunes arbitres. Simplement, il y a quand même sur le fond une espèce d'arrogance dont ils devraient se déshabiller. Je trouve que ça les aiderait un peu, quoi. Il y a quand même une manière de donner les cartons, une manière d'arbitrer qui est assez française et qui pour le coup est agaçante. Mais techniquement et dans la tenue du match, je les trouve pas inférieurs aux autres et ils font pas plus d'erreurs que les autres. Cette année, les erreurs ont été très médiatisées parce qu'elles ont beaucoup compté. On pense notamment au penalty qui n'est pas une erreur, mais on va dire les faits d'arbitrage. Les faits d'arbitrage. On pense au penalty retiré pour Zlatan, on pense c'est plus la remise en question en fait. Ce qui est agaçant, c'est plus ce manque de remise en question. On a l'impression c'est des arbitres, ils ont le pouvoir, ils ont le sifflet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Mais ils sont pas aidés en interne en fait. Voilà, apparemment même eux, il y a des Brisby, Garibian, la direction nationale de l'arbitrage. En interne déjà, ça fonctionne pas très bien. Donc c'est difficile d'être serein après sur le terrain au milieu des acteurs. Mais par exemple, M. Njimi m'a appelé au téléphone le lendemain du derby, le lendemain de l'expulsion de Lindsay Rose pour la main. Réglementairement, il avait le droit de l'expulser, de faire double peine, il a le droit. Simplement, il me dit, oui, vous avez été un peu hoche avec moi, vous écrivez, il a préféré réussir son match que diriger un match réussi. Je dis, mais forcément, je lui dis, on va au match 80 fois par an, et une fois dans l'année, on se dit, le match, il est fantastique. Et vous nous pourrissez au bout d'une demi-heure, donc oui, on vous en veut, forcément, on vous en veut. Est-ce que les arbitres t'appellent souvent, Vincent? Ça arrive de temps en temps, oui, ça arrive. Sans citer de nom, mais il y en a qui sont virulents ou... Non, c'est toujours pour discuter. C'est toujours c'est propre. Oui. C'est comme les présidents, ils pensent à la prochaine fois, je crois. Allez, on va continuer sur la rencontre, et je vous le rappelle, on en parlera très peu de la rencontre de ce week-end. On parlera surtout d'avenir dans cette dernière de cour des Gones en ce qui concerne cette saison. Un but, c'est tout, si on devait résumer la rencontre, et c'est une interrogation de Razik, et je trouve qu'elle est très juste. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... C'est tout, mais c'est important. Je trouve que c'est important d'avoir fini par une victoire. Oui. Ça aurait été décevant d'avoir fini par une défaite qui fait perdre le titre, qui scelle la perte du titre à Caen. Un match nul à la maison et par exemple un résultat moisi à Rennes. Tu penses vraiment que ça compte, de toute façon? Mais oui, ça aurait été dommage. Je trouve que la dernière impression, elle finit la saison sur quelque chose de positif et que c'était important. Et puis bien finir la saison, c'est bien commencer celle d'après. Ça, je le répéterai toujours. C'est ce qu'on m'a inculqué quand j'étais à l'OL, et c'est vraiment important en fait, parce que tu pars justement sur une note un peu plus joyeuse, parce que tu pars sur des défaites, match nul. Tu pars un peu plombé, tu pars avec des regrets et puis un goût d'inachevé en fait.
Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la possession de l'OL, mais elle était stérile. Parce qu'il nous manquait la Casette devant. Enfin voilà, on n'avait pas nos forces vives, on n'avait pas notre équipe type. Donc c'est bien d'avoir la possession avec une équipe qui n'est pas notre équipe type. Après, voilà, il aurait fallu qu'on ait quelqu'un devant qui fasse des meilleurs choix que Ouattara, malheureusement. Voilà, je pense qu'il n'avait pas les automatismes que peuvent avoir la Casette et Fekir ensemble. Voilà, et puis, très franchement, moi je reparle d'Engie, mais voilà, t'as raison. il a résumé ça. Enfin voilà, il a montré, il a fini de montrer que sa progression était claire, était vraie, et que voilà, il n'est pas retombé dans ses travers, quoi. Donc c'est un but. Voilà, je pense qu'il se sera emmêlé les pinceaux il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il a pris son temps, il a fixé le gardien. Bon, il la met toujours à très peu, mais il la met quand même. Elle est dedans. Voilà, les dernières fois, il ne l'aurait pas fait. Donc voilà, c'était important, comme dit Vincent, d'avoir fini par une victoire. C'est vrai que ce joueur a véritablement progressé techniquement. C'est vrai que c'est incroyable. On est tous là à le critiquer, et à juste titre. Parce que parce qu'on juge aussi match après match. Voilà, parce que souvent on dit on a retourné notre veste. Et on peut le comprendre. On a le droit de se tromper et dire voilà, on s'est trompé. Mais Razik a raison. En plus, c'est pas Jean-Luc. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vas-y, Richard. Parce que j'ai écrit quelqu'un qui s'appelle, que je citerai tout à l'heure, et je viens d'écrire son nom, et je l'ai appelé de la même manière. Mais sur le fond, c'est pas qu'on retourne notre veste, c'est que les événements changent. On commente les événements. Voilà. Il y a un moment, et son manque de réalisme coûte cher à Lyon. Il suffit de se souvenir de fin août, entre l'occasion manquée à Metz, l'occasion manquée à Giurgiou, ça coûte cher. Et puis là, tout d'un coup, ça devient un attaquant. On a l'impression qu'il vaut 15 buts par an. Exactement. Et ça change tout. C'est plus la même chose. Mais aussi, Razik, pour compléter ça, c'est que on lui a dit que, on a souvent dit qu'il fallait qu'il progresse techniquement. Voilà. Parce que le reste, il avait des qualités intrinsèques comme la vitesse que les autres n'auront jamais. Mais c'était pas suffisant. Mais voilà. Et en travaillant, ça, il pouvait l'acquérir. Et du coup, on se rend compte qu'il a bien travaillé parce qu'aujourd'hui, il a progressé. Et ça permet aussi. Nabil. Là, ça marche mieux que. Ça colle au personnel. Préparer la saison prochaine, en fait. On se rend compte aussi des lacunes lyonnaises, la défense, des joueurs qu'il faut recruter, des joueurs. Ouattara, c'est insuffisant pour la saison prochaine, par exemple. C'est un très bon joueur de Ligue 2. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. Donc ça permet aussi de voir les lacunes lyonnaises, cette rencontre. C'est très dur parce que je suis en train d'essayer de maîtriser un fou rire et j'y arrive pas. Allez, on va revenir maintenant sur le championnat, sur cette Ligue 1. Parlons du Paris Saint-Germain. Avec le recul, maintenant on peut en parler, puisqu'il y a 3 ou 4 journées, j'aurais peut-être pas tenu ce discours. Est-ce que le titre était au final et objectivement injouable ? Non, il n'était pas injouable, mais les circonstances ont changé après l'élimination du PSG en quart finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'après Barcelone, ils auraient pu décrocher, on l'a vu, on se souvient de l'OL en 2008-2009, décrochant complètement après justement le quart finale et l'élimination à Barcelone. Et là, après Barcelone, le PSG a gagné 9 matchs de suite. Voilà, c'est tout. 9 matchs de suite, des fois c'était 6, ça a été 2 fois 6, c'était souvent 3, c'était 4. Ils sont devenus injouables à partir de ce moment-là. Et pour tenir jusqu'au bout, il aurait fallu battre Nice, il aurait fallu faire aussi bien, battre Nice, gagner à Caen, que M. Turpin fasse partir le péno, et voilà. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, voilà. Juste un truc alors, si le Paris Saint-Germain passe, tu Ah, penses que ça peut changer, pas pareil. Tu penses qu'on peut je pense que cette équipe s'est pas intéressée au championnat jusqu'à ce qu'elle ait plus que ça. C'est-à-dire que tant qu'elle avait autre chose, elle ne le regardait pas. C'est comme si... Ben non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Tout le monde a bien compris, d'ailleurs. Je rejoins Vincent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où, en début de saison... Non, mais dans le sens où, au début de saison, tu mets pas une pièce sur l'OL deuxième ou même l'OL champion. C'est vrai. Et donc, du coup, je suis d'accord qu'après Nice et après l'élimination de Paris en Ligue des Champions, la donne n'était plus la même, ça c'est certain. Ils ont déroulé et puis ils étaient libres, ils n'avaient plus que ça à penser. Mais je pense que... Si le titre, en fait, c'était compliqué de le gagner. Dès le départ, avec l'effectif que tu fais une saison exceptionnelle. Tu as 8 joueurs formés au club en début de saison. Et du coup, ça reste quand même un exploit qu'a réalisé l'OL. Et s'ils avaient été champions, ça aurait été un très très grand exploit, en fait. Donc c'est pour ça, je pense que le titre était joué d'avance en début de saison par rapport à l'effectif que peuvent avoir les Parisiens. Oui, bien sûr. Et après les aléas font qu'on a espéré et que l'OL aurait pu l'être. Mais voilà, et les aléas ont fait que Paris s'est fait éliminer et ont été champions. Razik. Non, pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que c'est au fil de la saison. Si tu dis dès le départ, est-ce que c'est qui va remporter le titre, forcément, tu dis le Paris Saint-Germain parce que tu regardes l'effectif et tu regardes les budgets. Et d'ailleurs, là, en fin de saison, lorsque tu vois le classement, c'est en relation
quasiment avec les budgets des clubs, des équipes. C'est vrai, mais le PSG n'a été leader que 6 journées sur 38. Ça, c'est dingue. Donc, Ça arrive voilà, jamais il faut- normalement, il- tu n'es pas champion. Si, ça peut arriver. On Si, peut si. être une fois. Il me semble qu'en Nous, on l'a été, 2001-2002, hein. On a été en comme ça. 2001-2002, Ah oui, je suis pas sûr que Exact. qu'on a été beaucoup plus qu'une Enfin, heure, l'exception 1h10 quoi. Même après, quand on a rattrapé confirme la quand on règle. a rattrapé Monaco, c'était pareil. Oui, On n'a oui, pas oui. été très souvent. Alors, pour revenir également à cette deuxième place, donc, puisqu'on n'a pas été champion, est-ce que, là encore, avec le recul, ça ressemble à un miracle? Ah mais on est tout près du miracle. Ouais. On est tout près du miracle. C'est une performance exceptionnelle. Bien sûr. Je suis d'accord avec Nico. C'est une performance exceptionnelle. C'est un truc inattendu. Et non seulement c'est inattendu, mais en plus c'était beau à voir. C'est-à-dire qu'à la fois il y a la performance, Il y a tout. Voilà, parce que et il y a- tu- et il y a la fois il y a le coefficient sympathie. Tout le monde a adoré cette équipe-là. Tout le monde a adoré cette Et ça équipe-là faisait longtemps. parce qu'elle avait des Et ça jeunes. faisait longtemps. Et voilà. Et tout le monde a adoré cette équipe-là parce qu'elle jouait de cette manière. C'est-à-dire que vraiment il y avait tout. Non, ça a été une Parce saison que- riche parce et que magnifique. Ça faisait longtemps, j'insiste, parce que c'est vrai que pendant des années, effectivement, les années 2000, etc., les titres, et l'OL plaisait en France, quoique, et Jean-Michel Quoique. Aulas, voilà. Hein, on sait que l'image de Jean-Michel Aulas est pas mal détestée dans certains stades français ou certaines équipes. Mais là, on sentait vraiment, lorsque l'OL se déplaçait, etc., moi, engouement. je le vois bien, l'engouement, même sur Internet. Je veux dire, olympiquelyonnais.com, par exemple, il y a peut-être 2-3 ans en arrière, je suis pas sûr qu'on marche autant. Peut-être. Et bien là, voilà, on sentait vraiment, de toute la France, on sentait vraiment des encouragements, on recevait des mails, etc. On sentait que cette équipe plaisait à Lyon et en France, en fait, cette équipe de jeunes. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, souvent, quand Lyon a marqué à l'extérieur, il y avait beaucoup plus que le parquage lyonnais qui se levait et qui applaudissait. Hein. Très souvent. Et il y c'est a- pas arrivé souvent. pour Non, les c'est pas joueurs. arrivé souvent. Alors évidemment, c'est arrivé dans les grandes années. Je me Oui, souviens Johnny à Marseille. une standing ovation pour Juninho parfois, mais c'était pas comme ça. Et là, il y a eu un fort coefficient sympathie à la fois pour la jeunesse et à la fois pour le spectacle, même si après. Quand on regarde le classement de la masse salariale, on constate que Lyon est la 3e masse salariale du championnat. Quand Et même, il y a un décalage entre Oui, ce parce qu'il y a un constat-là jeu, ouais. et Bon. la jeunesse. Mais on va dire que ceux qui coûtaient le plus cher, c'est pas ceux qu'on a vu le plus non plus. C'est ce que j'allais- c'est ce que- Je dis ça, je dis rien. Allez, on va parler maintenant des tops et des flops, mais juste avant d'en parler sur la saison, est-ce que Hubert Fournier n'est pas le grand gagnant de tout ça? Est-ce que c'est pas lui finalement? Parce qu'on en parle assez peu. Mais c'est un des grands gagnants. Mais c'est vrai qu'il y a une telle constance dans l'organisation du jeu et même dans les joueurs, à part Fekir, que pendant longtemps, on va dire que son importance, elle a été un petit peu marginale ou marginalisée. On n'en a jamais fait un acteur central. Finalement, il a fallu. Est-ce que c'est injuste? Je ne sais pas si c'est injuste, mais en tout cas, il a fallu qu'il se mesure à Jean-Michel Aulas publiquement. Il a fallu voilà, gagner ses galons. qu'il s'oppose pour finalement C'est un vrai occuper la tournant place pour qu'il toi, méritait. ça Je pense que oui. Parce que, franchement, quand on regarde, on s'est replongé avec un camarade à moi qui prépare un papier là-dessus pour cet été, sur la gestion de la crise de Lyon au début du mois de septembre. Et la fameuse conférence de presse dans les salons d'OL Télé, avec Jean-Michel Aulas, Hubert Fournier et Bernard Lacombe. Hubert Fournier, il dit son premier mot au bout de 12 minutes 48. C'est-à-dire que voilà, sa parole n'existe pas encore à ce moment-là. Est-ce que pour toi, Bah, en fait, il a mis sa patte. On savait que Reims jouait bien au ballon quand il était l'entraîneur. Il reprend le travail de Rémi Garde. ouais, mais il part de Reims avec quelques joueurs ados de mémoire. Non, mais Il c'est y a pas par un rapport. Ouais, mais- C'est plus en termes de jeu. C'est pas dans la gestion de l'effectif que je Mais, parle. mais Nico, mais même en termes de résultats, parce que je me souviens d'avoir mis une stat vénéneuse un peu dans le journal début septembre en disant qu'il avait gagné 2 de ses 14 derniers matchs de Derniers Ligue 1 matchs, comme exact. entraîneur. Ça, je me souviens pas. D'une saison à Oui, l'autre, je me pas souviens 14 de ça. matchs officiels d'entraîneur, c'était un truc terrible. Après, là, tu parles. C'est vrai que c'est pas c'est son caractère aussi. C'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant. C'est quelqu'un de plutôt de sobre, de discret, etc. Ouais, mais Qui n'aime pas le trop les fait- médias. On l'a invité, par exemple, pour la Cour des Gones, il n'aime pas trop la télé. Par Ouais, exemple, mais c'est le, quelqu'un qui le aime fait pas. qu'il s'impose justement, est-ce que là, il n'a pas de manière remarquable Mais justement, il agit en coulisses. En fait, il a vraiment agi en tant qu'entraîneur, éducateur. Ça veut dire déjà au sein de son groupe, il a beaucoup communiqué. Les joueurs n'arrêtaient pas de nous dire, eh ben voilà, on a un entraîneur qui nous parle. Et c'est pas pour critiquer Rémi Garde, mais Rémi Garde avait des fois ce souci avec certains joueurs de peut-être pas trop s'expliquer, de pas trop communiquer avec les joueurs. Là, Hubert a su faire ça avec tous les jeunes, avec tous les joueurs, peu importe le statut, peu importe le salaire, par exemple. Il a vraiment communiqué avec tous ces joueurs. Et ça, je pense que c'est aussi une. Il a su faire l'une de preuve ses qualités. il a su faire preuve de psychologie plus que pouvait le faire Rémi en fait. Et c'est peut-être aussi parce que il était nouveau. Rémi les avait eu au centre de formation. Il avait une autorité déjà par rapport à eux. Là aujourd'hui, Hubert s'installait c'était un nouveau coach, il fallait lui plaire. Comme à chaque nouveau coach, on est des joueurs. À chaque fois, les cartes en sont redistribuées quand il y a un nouveau coach. Donc chacun donne son dynamisme. Alors c'est vrai que début septembre, il a peut-être frisé la correctionnelle, mais il a su redresser le tir. Je pense que dans le vestiaire, voilà, il a fait super preuve de psychologie. Il a su écouter son groupe, être dans la discussion et dans l'échange, et ça c'est important.
Il a fait confiance à son staff, a priori, même si il y a eu quelques feux qui ont été allumés à droite à gauche. Bon, il a su faire front. Mais moi, c'est surtout par le jeu, je pense qu'il a gagné ses galons parce que l'équipe jouait bien. Et ce capital sympathie, justement, vient du fait que l'équipe joue bien et le fait qu'elle soit plaisante à voir. Bah, du coup, on aime regarder ce football-là et ces joueurs-là. Et c'est vraiment enfin voilà, il a vraiment su faire preuve. Après, il a su faire preuve de caractère avec le président. Donc, du coup, tu te rends compte que même pour lui, c'était pas gagné avec tout ce que vous racontez là. Je pense que justement, grâce à ça, il a gagné ses galons et on peut lui tirer notre chapeau de la 2e place de l'OL. Et je pense que ça en est le vrai artisan parce que malgré tous les vents contraires qu'il a dû subir, bah, il est resté là, il a su rentrer dans le costume vraiment et puis faire preuve qu'il était un entraîneur de Ligue 1, quoi. Ouais, après il faut aussi, par exemple, quand on pense au moment de la crise, il faut aussi donner acte au vestiaire d'avoir su faire contrepoids à un moment. C'est-à-dire que quand Max Gonalon dit que la préparation athlétique n'était pas conforme au niveau, c'est un truc important. Je veux dire, il a pris la parole, pas parce qu'il avait envie et pas pour sa pomme, parce qu'il fallait changer quelque chose et qu'il n'y avait que le levier médiatique qui allait contraindre le staff à changer de méthode. Donc là, je pense que quand même que le vestiaire a aussi géré beaucoup de choses par lui-même et c'était important. On va parler de la saison prochaine maintenant. Non, les tops et les flops d'abord de cette saison. Selon vous, est-ce qu'il y a 2 joueurs qui t'ont un peu déçu durant cette saison? S'il y en a 2 d'ailleurs. On va commencer par les mauvaises nouvelles. S'il y en a, hein, Vincent. On compte les défenseurs centraux ou on en a marre et on change, on parle d'autre chose? Les tops et les flops de la saison. J'ai été déçu on va dire, j'ai été déçu un peu par Bakokone et Lincero sur la durée. Chacun individuellement a eu des bonnes périodes, mais que le fait qu'aucun soit capable d'être bon ou d'avoir un niveau fiable 8 matchs de suite, par exemple, ça c'est embêtant. Après, j'ai été un peu déçu par Henri Bédimo. Je trouve que par rapport à la saison dernière, il n'a pas apporté ce qu'il avait apporté. Est-ce qu'il est vers la sortie là? On a le sentiment que c'est un petit peu ça, ce qui est en train de se passer, non? Je pense que moi je ne le vois pas rester personnellement, mais bon voilà. Après dans les déceptions, il y a Gourcuff, mais c'est pareil, ça compte plus. Ça. Ouais, tu ne le vois pas rester, c'est lui qui souhaite partir ou c'est Je pense qu'il lui reste 1 an de contrat. Parce qu'il nous a dit ici qu'il souhaitait rester justement et qu'il serait là la saison prochaine. Oui, mais forcément, il veut envoyer le message à sa direction qui compte aller au bout de son contrat et sa direction doit faire envoyer le message pour dire non, comme tu es en fin de contrat, on préfère que tu partes avant et te vendre 1 million, 1,5 million, un truc comme ça. Donc je pense que ça va jouer un peu au niveau de ce bras de fer, comme ça. Nico, les 2 joueurs. Je suis d'accord avec Vincent, Gourcuff ça compte plus, Koné non plus. Lincero, je pensais qu'il allait s'adapter un peu plus vite. Je pensais qu'une fois installé dans l'équipe, il allait s'installer véritablement par sa qualité de relance et son côté un peu plus défenseur. Il n'a pas su s'imposer tout de suite, alors j'espère qu'il sera meilleur l'année prochaine. Sinon, non. Henri Bédimo, même si c'est parce que l'année dernière, il avait fait une saison exceptionnelle, donc forcément, c'est contrasté avec celle de cette année. Il a été moins bien, mais il nous avait laissé sur des choses vraiment très très bien. Après, dans l'ensemble, c'est tout ce que je vois dans les flops, en fait. Razik. Ouais, alors je suis d'accord avec Vincent et Nico. On peut rajouter un peu même Dabo. Pour moi, pourquoi? Parce qu'il était, était en fin de contrat et qu'il aurait pu peut-être hisser son niveau de jeu et justement de se dire c'est l'occasion ou jamais d'élever mon niveau de jeu. J'étais plutôt déçu par Dabo, qui va pas rester d'ailleurs. C'est plutôt un joueur de complément, donc du coup c'est vrai qu'il aurait pu, quand il a joué, parce qu'il a eu l'occasion de le faire, essayer de montrer qu'il pouvait hisser son niveau de jeu. Je dis ça parce que son entourage se plaint de ne pas avoir eu de proposition de prolongation de contrat. Mais il a eu l'occasion de prouver qu'il pouvait rester. Je sais pas, moi je suis dirigeant de l'OL, je le prolonge pas, c'est clair. Les 2 tops. D'accord. Les 2 tops, c'est. D'abord, il en faut 3 pour moi. Il en faut 3. Allez, 2 c'est pas assez. C'est-à-dire qu'il y a le duo, le duo Lacazette-Fekir, il n'y a rien à dire. 40 buts à 2, alors là. On ne discute pas. Bravo, rien à dire. Et puis il y a Anthony Lopez. Merci. Non, mais on peut pas tenir Lopez. Je suis très content. Et je suis très content qu'au dot de l'équipe, le meilleur gardien soit Anthony Lopez et que le meilleur joueur de chance soit Alex Lacazette. Je trouve ça extrêmement mérité. Voilà. Pas pour l'UNFP, mais bon. Ça reste encore un autre débat. Et on pourrait peut-être rajouter, alors c'est peut-être pas un top, mais un coup de cœur, je sais pas, mais Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, sincèrement, voilà, belle saison aussi de ce jeune. Ça va aller loin, hein, Corentin, selon moi. Tolisso, c'est énorme. C'est énorme, mais il a des meilleurs stades que Pastore. Il y a d'autres questions. Il a joué arrière gauche, il a joué arrière droit, il a marqué plus de buts que Pastore. 7 buts, c'est énorme. Et nombreux étaient les personnes qui n'auraient pas mis une pièce en début de saison, et j'en faisais partie.
c'est un jeune qui sort du centre de formation, donc tu sais pas vraiment ce que ça vaut quand ça joue en CFA. Dans la durée. Voilà, dans la durée, enchaîner les bonnes performances et être régulier, c'est pas donné à tout le monde. Il a prouvé cette année qu'il était capable de le faire. Moi, j'ai aussi, je voudrais souligner aussi la très bonne régularité de Maxime Gonalon, qui est revenu à un très bon niveau, qui a été le capitaine de cette équipe, vraiment à la barre. Quand lui, il allait bien, l'équipe allait bien, et quand il a été moins bien, ça s'est vu aussi par rapport à l'équipe. Anthony Lopez qui a été exceptionnel, qui a vraiment franchi un cap pour moi et qui s'est imposé dans les buts de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de chercher de gardien de but, on sait que c'est lui, il n'y a pas photo. Il souhaite prolonger, c'est important. On va parler mercato, mais il souhaite prolonger. Et je pense que l'OL doit revoir sa situation contractuelle parce que sinon ils vont avoir des mésaventures. Ils vont avoir des mésaventures. Et puis après, le duo, la Lacazette-Fekir, ça saute aux yeux de tout le monde. Mais sur Max Gonalon, je suis vraiment d'accord, ça n'a peut-être pas toujours été le meilleur, mais ça a peut-être été le joueur le plus important. Bah ouais, parce que sur et en dehors, en fait, c'est ça qu'il y a une part de l'ombre, c'est le vrai capitaine et un vrai gon, ça c'est vachement important. Est-ce qu'on n'a pas oublié ce... Pardon, Rémi. Non, pas du tout. On a fait le tour, te concernant. Et Christophe Jallet. Alors, moi je pensais à ça. je pensais à Lui, voilà, c'est bon, Sam Moukiti. Non, mais bien sûr, Ah bah oui, tu as mais raison. non, mais bien c'est sûr. pour ça qu'il y en a beaucoup. Dans le top 20 des notes de l'équipe en Ligue 1, et le vrai chef de la défense. Bien sûr. Franchement, le vrai chef de la défense. Ça, c'est le problème de son poste en fait. C'est le problème, le vrai chef de la Il défense. n'a jamais été mauvais cette saison et il a été au pire quelconque. Au pire. Oui, non, mais Voilà. il a eu 2-3 matchs pour revenir après sa blessure. C'est ça. Et puis après, il a été. Mais t'as raison, Bart. Le gardien de but, ça se voit quand tu fais des arrêts que t'es décisif. Les Fekir, Lacazette, quand il marque des buts, c'est flagrant. Et c'est sûr que Samuel Umtiti, il a canalisé la défense. Ça a été le capitaine de cette défense, franchement. Enfin, il a été solide. D'ailleurs, Surtout qu'il fallait qu'il surveille 2 joueurs à la C'était fin. C'était l'avant-centre et l'autre défenseur central. Et puis il n'avait pas d'automatisme avec son. C'est pas bon, mais c'est vrai. Le problème, c'est que t'as pas d'automatisme avec ton coéquipier, parce qu'il change tout le temps. Normalement, une défense centrale, ça bouge pas. Et pour moi, il aspire à l'équipe de France, il est pas loin. Après, c'est les choix du sélectionneur, mais voilà. Il a fait une meilleure saison que Mangala. Hein. Oui, bien sûr. J'ai vu beaucoup Mangala avec City. Enfin, j'ai vu beaucoup avec City, c'est menteur. Parce qu'il n'a pas joué beaucoup avec City. Mais Umtiti, c'était meilleur. On sait que les médias ont une part dans les sélections, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Vincent. Alors, ils sont 4 déjà. quels sont les besoins de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Vincent Duluc. Et un défenseur central, un latéral qui puisse jouer à gauche et à droite, et surtout à gauche. Je pense qu'il faut un milieu offensif. Si Gourcuff s'en va, et Steve Malbranck prend 1 an de plus, voilà, il va falloir gérer ça. Et puis ensuite, il y a l'interrogation Alexandre Lacazette. Si jamais il s'en allait, il faut repenser l'attaque carrément. Je ne sais pas, Vincent, mais j'ai le sentiment que tu as une intuition qui serait celle de... Je pense que la porte est entrouverte, voilà, et que vu sa saison, il y aura des offres. Il y en a qui vont s'engouffrer. C'est-à-dire que je pense que le PSG peut très bien, si le PSG a envie de Lacazette, le PSG aura Lacazette. Ouais, mais après, d'un point de vue sportif, c'est pour faire banquette. Alex n'a pas intérêt de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais je pense pas qu'il pense faire banquette s'il va au PSG. De toute façon, mais en même temps, il me semble, pour avoir discuté un peu avec l'entourage, etc., je pense qu'il fait une mauvaise interprétation de la situation malgré tout. C'est-à-dire qu'il estime qu'il ne peut pas faire mieux que cette saison, que 27 buts, il n'y arrivera pas, et que l'année prochaine, du coup, tout le monde dira « ouais, il est un peu moins fort, etc. » et tout. Évidemment qu'il ne va sans doute pas mettre 27 buts la saison prochaine. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. S'il met 15 buts en Ligue 1 et qu'il met par exemple 4 ou 5 buts en Ligue des Champions, tout le monde dira il a franchi un palier. Il n'a pas besoin de remettre 27 buts. C'est des buts décisifs en plus qui font gagner les matchs. Il n'a pas besoin de remettre 27 buts. Il y a ça, puis il y a l'histoire forcément de contrat de salaire. Ça veut dire qu'il a été déçu de voir qu'il n'a pas été mis sur le même salaire que Max Gonalon, Clément Grenier. Il a été déçu l'été dernier. Voilà. Il a été déçu l'été dernier, effectivement, de ne pas avoir été aligné. La différence, pour ce que j'en sais, elle n'est pas énorme. Enfin, elle n'est pas énorme. On est dans le foot. Il faut que les gens se souviennent que c'est de l'argent de Monopoly, que c'est pas des véritables argent. C'est pas difficile. Et que la différence, effectivement, était à peu près de 600 000 euros par an. Donc c'est pas non plus. Mais c'est beaucoup dans la vraie vie et dans le foot, c'est rien du tout. Mais en attendant, du coup, il en a été froissé. Il n'a pas forcément l'intention de prolonger. Parce que justement, il n'a pas envie que son contrat vale trop cher pour un club qui voudrait l'acheter dans 1 an. Donc on est un peu dans cette situation comme ça entre deux. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on va passer maintenant pour terminer cette émission, à la fête de Saint-Tropez. J'ai lu ici et là que certains trouvaient ça un peu déplacé. On ne fait pas le 2e titre. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont moqués, notamment de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ils ont quand même le droit d'aller faire tous la fête ensemble. Moi, je trouve qu'ils ont le droit d'aller faire la fête ensemble et que les images qu'on voit, moi, je m'en moque pas. Je trouve que c'est les images d'une équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe même dans la fête, je trouve. Ouais. Je trouve que... Et ça donne une bonne image du club et une bonne image de l'équipe. C'est-à-dire que je trouve, voilà,
Bon, ils sont ensemble sans Gourcuff, mais enfin, en même temps, toute l'année, c'était comme ça. Donc, finalement, ça reflète assez la saison. Non, je trouve ça assez positif. On n'est pas obligé d'être champion pour aller à Saint-Tropez. Alors évidemment, ça n'a pas le même sens. La preuve, c'est que nous, l'équipe et d'autres médias, on serait tous à Saint-Tropez si l'OL a été champion. Ils sont deuxièmes, on les laisse tranquilles sur la plage. Mais en attendant, je trouve que ça a un sens et que ça fait partie de la vie du groupe et c'est quelque chose qui comptera sûrement et que voilà. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est pas vulgaire. Basique. Parce que Saint-Trope, il y a le côté un peu bling-bling, fric, etc. Et là, justement, les images qu'on voit, c'est pas vulgaire. C'est plutôt une équipe de jeunes. Voilà, ils s'éclatent, ils font la fête. Ouais, dans l'insouciance. De l'insouciance, simple, en même temps, on s'amuse. Voilà, il y a le côté un peu chic, forcément, parce que c'est Saint-Trope. Non, mais il y a le côté. Et puis c'est le président qui régale, donc c'est toujours plus facile. Et c'est le président qui régale. En plus, il doit faire des cadeaux, il danse, il se lâche. Et je vois sur les réseaux sociaux, ça cartonne, ça fait le buzz. Donc, c'est même pas Jean-Michel Aulas qui fait le buzz, c'est sa compagne, Nathalie, qui a posté sur Twitter des photos qui prend la relève. C'est drôle, tout le monde retweet. Lui confisquer son téléphone la nuit, ça serait mieux quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais tu vois, Bart, pour en revenir à le président est coutumier du fait. À l'époque, avant qu'on soit champion, il emmenait toujours les années où il n'y avait pas de compétition internationale. Il y avait des tournées en Martinique, à La Réunion. Enfin, il emmenait le groupe avec les femmes et les enfants et on partait une semaine. Enfin, moi, je suis arrivé juste après, mais on était champion, donc on allait à Saint-Tropez. Mais le président a toujours fait ça en fait. Sauf les années Puel, mais il y avait restrictions budgétaires. Je pense que l'ambiance n'était pas terrible, donc forcément c'était moins propice. Mais voilà, ça fait partie de l'état d'esprit de Jean-Michel Aulas de créer cette famille OL, comme il aime l'appeler, même si pour moi c'est un peu galvaudé parce que c'est pas totalement vrai. Mais voilà, il aime regrouper ça, qu'on puisse se voir en dehors, apprendre à se connaître chacun, parce que nous on se connaît les joueurs, mais avec les familles on se connaît pas trop. Voilà, je pense qu'il sait faire ça et il avait l'habitude de le faire, donc c'est pas étonnant qu'il l'ait fait cette année. Avec des anciens, la présence de Chris, Sidney Govou. Greg Coupet. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est le titulaire qui a été invité, c'est pas le remplaçant. Ouais, tout le temps. Hein. Dans la lumière, tu mets le titulaire, tu mets pas le remplaçant. Est-ce que le président va faire, via son staff et via les joueurs, l'un de ses plus beaux coups finalement? Parce qu'on va remettre en situation l'entrée dans le grand stade, on démarre la saison avec 8 gamins sur la feuille de match tous les jours. Est-ce que finalement, même au regard de son palmarès, c'est peut-être pas l'un de ses plus grands coups? On a un peu l'impression sur le coup, il a un peu les deux pieds dans le bénitier quand même. Ouais. Parce que non, mais ça tombe quand même au bon moment. Pile poil. Ouais, c'est-à-dire que l'année où Lyon est plus gêné financièrement, où il aurait dû vendre, où il a pris le risque de ne pas vendre en se disant on ne sait jamais, non seulement on ne sait jamais, mais c'est Ligue des Champions, c'est 30 millions qui rentrent et dans 6 mois c'est le nouveau stade. Ça fait beaucoup. C'est tout C'est bénéf. tout bénéf. C'est Et puis énorme. encore une fois, l'image. Parce qu'ils cherchent des partenaires, par exemple, il y a plein de partenaires qui sont intéressés par cette image de jeunes formés au club et qui vont rentrer dans un grand stade. Et regardez, hier dans l'équipe, page 2 et 3, c'est la première fois, double page Hyundai. Voilà. C'est énorme. Je veux dire, ça montre que. Tant mieux pour nous et tant mieux pour l'OL. Tant mieux pour tout le monde. Mais il faut savoir la provoquer, cette réussite. Mais pour le coup, le président, il a beaucoup de chance quand même. Il fallait tenter le pari, la philosophie de la jeunesse et tout ça, le grand stade. Mais là, pour le coup, c'est bien réussi quand même. Et ben voilà, c'était la dernière de la Cour des Gones. On n'a rien oublié, Razik, si j'ai oublié. Non, juste le mercato, en fait. Rendez-vous sur olympiquelyonnais.com. Parce qu'il y a beaucoup d'infos, ça bruit, notamment Adil Rami qui était sur l'équipe 21 hier, etc. Donc voilà, Adil Rami, tu y crois par exemple? Moi, j'y crois pas du tout, mais Mais au niveau salaire, je pense que c'est inaccessible. Et au niveau sportif, je pense que c'est pas souhaitable. Non, c'est pas. Il a tout résumé. On a bien fait d'interroger. Donc voilà, toutes les infos, les intox, rumeurs, olympiquelyonnais.com. Voilà. Eh ben, le rendez-vous est pris. Je tenais évidemment, comme on le fait souvent à la télévision ou sur les émissions du web, à remercier un certain nombre de personnes, et évidemment toute l'équipe de la Cour des Gones, mais aussi Philippe Vives, Olivier Atibi, la petite Vanessa, notre réalisatrice, Jean-Claude Carquilla, Flo Deligia, Jonathan, Sébastien et Thibault, Éric Luc, Perrine Robert, et les équipes évidemment de Fiducial, d'olympiquelyonnais.com et de Yocap, parce que sans eux, eh ben, on ne fait rien du tout. Donc merci beaucoup à eux, et je ne dis pas ça pour faire joli, je dis ça parce que je le pense. Merci beaucoup Nico. Merci Bart, ça a été un plaisir. Merci beaucoup Razi. Merci beaucoup Bart. Pour cette saison. Merci beaucoup Vincent. Et si tout va bien Vincent, j'aurai peut-être l'élégance de t'inviter pour la première de la saison 2. Il y a les gens qui savent se tenir et il y a les autres. Alors attendez, on nous cite quel Non, la Gambardella. Voilà, la finale de la Gambardella, signalé que cette équipe entraînée par Maxence Flachez disputera la finale samedi au Stade de France. Eh bien formidable, cette fois-ci on a tout dit. La relève est assurée. Absolument, j'en suis convaincu en plus. Tout ce qu'il fallait dire, on l'a dit. Tout ce qu'il fallait pas dire aussi. Aussi. Eh ben c'est parfait. Encore très vite, passez une excellente soirée, une très belle nuit, une bonne journée. C'est sur internet, c'est gratos, c'est sur olympiquelyonnais.com. Donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Passez donc une belle journée, une belle nuit, encore une fois. Et surtout, mesdames, messieurs, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est notre formidable raison d'être heureux, les Gones. À très vite.